Merci de choisir DBS pour vous informer. Bienvenue sur Écho d'Afrique. Au Mali, le gouvernement de transition a été dévoilé lundi 5 octobre. Une équipe de 25 membres dans laquelle les militaires occupent des postes stratégiques, la défense, la sécurité, la réconciliation nationale et l'administration territoriale. Les groupes signataires de l'accord de paix de 2015 y sont également représentés. L'ex-rébellion à dominante Touareg du Nord prend les commandes de l'agriculture et la pêche, ainsi que la jeunesse et les sports. Les groupes armés pro-Bamako occupent les ministères des Maliens de l'extérieur, du travail et la fonction de porte-parole du gouvernement. L'OMC, mouvement de contestation qui a participé à la chute de l'ancien régime, qui revendiquait dans la transition une place égale à celle des militaires, devra se contenter de 3 portefeuilles. C'est la désignation de ce gouvernement dirigé par Mokhtar Ouane, un diplomate de carrière, marque une nouvelle étape dans le processus visant le transfert du pouvoir à des civils à l'issue d'élections après 18 mois de transition. Du côté de la CEDEAO, rien ne bouge. Les sanctions économiques pèsent toujours sur Bamako qui s'impatiente. La junte au pouvoir estime avoir rempli sa part du contrat. Pourtant, de l'avis de certains observateurs, l'embargo pourrait durer encore un peu. Toujours au Mali, plus d'une centaine de djihadistes condamnés ou présumés ont été libérés au cours du week-end dans le cadre des négociations pour la libération de 2 otages. Le chef de l'opposition Soumaïla Cissé et Sophie Petronine, la dernière otage française détenue à travers le monde. De sources proches des services de sécurité, les prisonniers ont été relâchés dans le secteur de Niono, centre et de la région de Thessalie Nord, vers où ils ont été acheminés par avion. Soumaïla Cissé, ancien chef de l'opposition parlementaire et deuxième à 3 reprises de l'élection présidentielle, a été kidnappé le 25 mars 2020 alors qu'il était en campagne pour les législatives dans la région de Tombouctou. Il s'agissait d'un enlèvement sans précédent d'une personnalité nationale de cette stature. Son sort a constitué un des cris de ralliement de la contestation de plusieurs mois contre l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta, renversé le 18 août. À défaut de preuves formelles, les soupçons pèsent sur le groupe djihadiste d'Amadou Koufa, actif dans le centre du Mali et affilié à Al-Qaïda. Quant à Sophie Petronine, humanitaire française, elle avait été enlevée le 24 décembre 2016 par des hommes armés à Gao, dans le nord du Mali où elle vivait depuis de longues années et dirigeait une organisation d'aide à l'enfance. La dernière preuve de vie la concernant date du mois d'avril 2020. Cette vague de libération rentre dans le cadre de discussions engagées entre les autorités maliennes et les ravisseurs depuis des mois pour obtenir éventuellement la libération des 2 otages. En République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi est arrivé lundi à Goma. La sécurité et le développement sont au cœur de cette visite de travail. Selon la présidence, le chef de l'État congolais s'est entretenu avec les 3 gouverneurs de l'Est, celui du Nord Kivu, mais aussi ceux du Sud Kivu et de l'Ituri. Ceci en prélude à un mini-sommet sous-régional qui devrait se tenir par vidéoconférence avec les chefs d'État du Rwanda, de l'Ouganda ce mercredi. Le président congolais espère que cette rencontre permettra aux chefs d'État de rapprocher les points de vue, notamment sur la question de l'insécurité permanente dans la partie est de la RDC. En avril dernier, le HCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, s'alarmait de la flambée de violence dans cette région qui a déplacé des milliers de personnes et pourrait avoir de terribles conséquences pour le pays, aux prises avec un nouveau combat contre le coronavirus. Plus de 5 millions de personnes ont été déracinées par le conflit à l'intérieur des frontières de la RDC, soit la plus vaste population de déplacés internes en Afrique. Le pays abrite également plus d'1 million de réfugiés qui ont fui les troubles et les persécutions dans les pays voisins. Présidentielle en Guinée à quelques semaines du scrutin prévu le 18 octobre prochain, le climat reste tendu dans le pays, marqué par de vives tensions politiques. Le président sortant Alpha Condé, qui brigue de manière controversée un 3e mandat, a appelé ses partisans à ne pas basculer dans la violence alors que la campagne électorale a déjà été entachée par un vent de révolte. À chaque manifestation, les heurts, parfois meurtriers, s'intensifient entre partisans de l'opposition et du gouvernement. Le
Le dernier affrontement en date s'est produit dimanche autour du siège du parti de l'Union des forces démocratiques de Guinée. Dans cette ambiance délétère, les autorités guinéennes ont annoncé la fermeture des frontières avec le Sénégal et la Guinée-Bissau. Lundi, le mouvement Tournons la page a déposé auprès de la Cour pénale internationale une plainte contre l'État guinéen. L'organisation pointe une série de faits qui se seraient déroulés entre avril 2019 et mars 2020 en marge de certaines manifestations contre le pouvoir en place, des faits qui relèveraient, selon l'ONG, de crimes contre l'humanité. En Angola, environ 200 personnes ont manifesté le week-end à Luanda pour réclamer la démission d'un proche du président João Lourenço, accusé par une télévision portugaise de détournement de fonds publics. Le média privé a indiqué avoir enquêté sur plusieurs contrats publics accordés à des entreprises appartenant au directeur de cabinet et bras droit du président, Edeltraud Costa. L'un de ces contrats porte sur la rénovation des aéroports angolais pour un montant de plusieurs millions de dollars. Selon TV124, Costa a transféré ses fonds publics sur des comptes offshore au Panama et au Portugal utilisés pour acheter de luxueuses propriétés. Ni le chef de l'État ni son bras droit n'ont commenté ces accusations passées presque inaperçues au Portugal, mais qui ont choqué en Angola où, en dépit d'importantes richesses pétrolières et minières, une grande partie de la population vit dans la pauvreté. Rassemblés dans la capitale angolaise, les manifestants ont scandé des slogans contre la corruption au plus haut niveau de l'État en marchant vers le palais présidentiel à Luanda. Au Niger, le gouvernement a décidé de maintenir les frontières terrestres fermées suite à la reconduction de l'état d'urgence sanitaire relatif à la pandémie de Covid-19. Le 17 mars 2020, le Niger avait pris la décision de fermer ses frontières, qu'elles soient aériennes ou terrestres. Cette stratégie devait permettre de réduire la probabilité d'importation des nouveaux cas de coronavirus sur le territoire. La réouverture des frontières aériennes a été observée le 1er août 2020. 2 mois plus tard, celle terrestres sont toujours closes, ce qui n'est pas sans répercussions surtout économiques sur les Nigériens, d'autant plus que cela limite la libre circulation des populations des régions frontalières. De l'avis des observateurs, une grande partie de ces populations qui vit déjà sous le seuil de la pauvreté n'a d'autre choix que d'emprunter des voies clandestines de contournement pour traverser la frontière. Le dernier bilan de la pandémie au Niger fait état de 1197 cas confirmés pour 69 décès. Voilà qui fait l'essentiel de l'actualité en Afrique. L'information est en continu sur DBS.